Quand vous prenez l'avion, vous survolez ce pays, vous avez l'impression qu'on est dans... Vous vous demandez si les gens vivent là, mais on vit là depuis plus de 30 ans. Parce qu'il faut un peu aller dans d'autres pays pour comprendre dans quoi nous sommes. Nous sommes dans du n'importe quoi, mes amis. Nous sommes dans du grand n'importe quoi. Et ce n'est pas prêt de changer. Parce qu'il y a parfois, tu es dans une situation difficile, mais le bout du tunnel n'est pas loin. Tu vois, souvent quand tu travailles, tu sais que c'est difficile maintenant, mais d'ici peut-être 6 mois ou 1 an, je sens quand même une piste là où je peux m'en sortir. Mais ce que nous on est en train de faire, c'est... En fait, on n'est pas encore sur la route. Tu vois? Peut-être si la route faisait 600 km, on n'est pas encore au début de la route. On est encore en train de s'asseoir à côté pour savoir si on doit prendre la route ou pas. D'autres sont en train de prendre une route inverse. Donc pour nous rattraper, ils doivent d'abord revenir au départ avant de prendre la route. C'est là où nous sommes. Parce que quand tout est fait comme ça, c'est pour ça que rien ne fonctionne. Et c'est systémique. Ce n'est pas toi l'entrepreneur qui est le problème. Tu as une très bonne idée, tu es très déterminé, tu as une compétence extraordinaire. Mais tu es dans un contexte où rien n'est fait pour que cela te facilite la tâche. Rien du tout. Et ce n'est pas prêt de changer. Ça, c'est la première réalité cachée. Donc, si vous voulez faire face à cette réalité, il faut anticiper dessus. Nous, pour anticiper dessus, c'est pour ça qu'on a créé la Startup Academy. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas des projets comme vous. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas aussi aller faire d'autres activités qui permettent de gagner de l'argent directement. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est plus important que ce qu'on va faire après. Parce que si on n'a pas des gens avec qui on va le faire, on va faire avec qui? Non, on ne peut pas, moi, je ne peux pas compter sur celui qui vient d'avoir le bac là. Il ne peut me servir pas à grand-chose. Il va me servir à quoi? Fondamentalement. Quelqu'un qui vient d'avoir le bac C, mention excellent actuellement, il va me servir à rien. Parce que qu'importe le projet dans lequel je travaille, s'il faut qu'il y travaille, il faut que je le forme au moins pendant 3 mois. Encore. En plus de sa mention excellente. Il va me servir à rien. Il ne peut pas faire les chips. Même avec sa mention excellente. Il ne peut pas. Parce qu'il faut que je lui montre comment on fait. Il faut que je lui montre le type de plantain à utiliser. Comment est-ce qu'on coupe? Quel est le type d'huile à utiliser? À quelle température? À quel moment on fait sortir l'huile? Comment est-ce qu'on calibre le plantain? Comment est-ce qu'on empaquette? Comment est-ce qu'on respecte toutes les règles de QHSE, notamment les 23 étapes de contrôle? Il faut que je lui apprenne ça parce qu'il n'a appris ça dans aucune école, même avec sa mention excellente. Donc vous voyez que si je me contente juste de dire que ok, tous ceux qui ont eu une mention excellente au bac là, il faut que je les recrute pour travailler avec eux, ils vont me servir à rien. Par contre, ils peuvent servir à ceux qui ont déjà tout ce système préparé. Et donc ces personnes-là vont venir entrer dans un moule qui est déjà bien défini pour devenir encore plus excellent. C'est pour ça que l'Occident, c'est le paradis pour eux. Oui, parce que si quelqu'un comme ça arrive en Allemagne, par exemple, ce sera parfait, parce que le système est déjà codifié. En Allemagne, les programmes scolaires sont écrits par les industriels. Donc, le programme qu'il va faire à l'université est déjà calibré. Quand il va venir, comme il est déjà très avisé, parce qu'il a quand même pu avoir mention excellente, il va se mettre à jour, il va apprendre dans ce système. Lorsqu'il va sortir de là, il sera directement calibré pour travailler dans une industrie en Allemagne, dans l'automobile, l'agroalimentaire, ainsi de suite. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, toi, entrepreneur, tu vas travailler avec qui pour que ton projet se réalise? Seul? Tu vas être un auto-entrepreneur à vie? Tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Je vais même prendre des activités qui sont simples. Supposons que tu dis que tu vends les beignets. Tu fais tes beignets, tu vends. Sauf que tu ne peux pas faire les beignets seul. On est d'accord? Parce que pour faire tes beignets, il faut que tu achètes la farine. Ce n'est pas toi qui fais la farine. La farine, là, vient d'où? La farine, là, coûte combien? La farine, là, est contrôlée par qui? L'huile que tu vas acheter, ça vient d'où? C'est fait par qui? Ça coûte combien? Lorsque tu finis de faire ta farine avec ton huile pour pouvoir obtenir tes beignets,
Tu sors avec tes beignets pour aller vendre. Tu vends à qui? À combien? Donc, tu vois que ce n'est pas une question de dire que je suis seul dans mon projet, je me bats seul. Non, tu vas toujours interagir avec les autres, que tu le veuilles ou non. Et ces autres-là sont donc dans ce même système dans lequel nous sommes, avec ces mêmes influences. Donc, si vous avez un projet grandiose, la première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question, je vais développer ce projet grandiose avec qui? Quelles sont les caractéristiques que ces personnes doivent avoir? Et comment est-ce que je fais pour calibrer des gens afin que ces gens puissent être compatibles à adhérer à cette vision, afin qu'ensemble nous puissions développer ce projet. Donc votre projet doit avoir une version bêta, si on était en informatique, ou alors une pré-version, ou alors une version pilote qui permet au préalable de pouvoir obtenir des profils calibrés pour votre projet. Sinon, vous ne pourriez pas tenir sur le long terme. Ce n'est pas possible. En tout cas, dans notre environnement. Ça ne pourra pas se faire. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un qui sort de l'école, qu'importe l'école où il a fréquenté. Parce que si vous voulez recruter un commercial pour votre projet, vous allez le recruter sortant de quelle école? Quelle école? Si tu veux recruter un commercial, tu vas prendre quelqu'un qui sort de quelle école? En étant commercial là-bas, il a appris à vendre quel produit? Parce que toi, par exemple, tu vends peut-être des formations en ligne. Tu veux des commerciaux qui vont t'aider à vendre. Tu vas recruter les commerciaux qui viennent de quelle école? Parce que tu vas dire que tu recrutes les commerciaux de Siantou, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais est-ce qu'ils ont appris à vendre les formations en ligne en Siantou? Est-ce qu'ils savent comment on crée un tunnel de vente jusqu'à vendre les formations en ligne découlant de leur formation à Siantou? Si tu réponds non à cette question, ça veut dire que même si tu les recrutes, tu vas encore les former. C'est ce que ça veut dire. Mais le problème qui se pose, c'est que toi, entrepreneur, est-ce que toi-même tu connais vendre? Parce que quand je dis les former, on a l'impression que c'est facile. Tu vas former quelqu'un que tu ne connais pas, du moins dans un domaine où tu n'as pas d'expertise toi-même. Tu ne peux pas. Parce que peut-être tu as une passion pour les formations en ligne. Peut-être tu es comme lui, tu es un bon enseignant, tu veux faire des formations en ligne. Tu as conçu des programmes en ligne. Tu as enregistré des vidéos de formation en ligne. Tu as déjà créé peut-être un site internet avec des experts qui t'ont aidé à le faire pour mettre tes formations en ligne, comme des plateformes comme Doctissimo, Domestika, ou alors, il y a quelle autre plateforme de formation en ligne là? Udemy, Coursera, ainsi de suite. Tu as créé la plateforme parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, tu as mis tes cours. Maintenant, tu veux vendre. Tu veux que les gens viennent acheter, mais tu ne sais pas le faire. Tu te dis, bon, je vais recruter donc des experts pour le faire. Tu vas recruter ces experts qui viennent de quelle école? Comment est-ce que tu vas te rassurer qu'ils savent vraiment le faire si toi, tu ne sais pas? Parce que partons du principe que tu avais juste de l'argent, tu avais la passion, tu avais la compétence, mais tu ne sais pas vendre. Donc, tu as besoin des gens qui vont vendre. Sauf que tu es dans un environnement où l'école ne leur apprend pas à vendre le type de service que toi tu es en train de proposer. Et comment tu vas faire? Lui rencontre ça avec les formations en ligne, quelqu'un d'autre va rencontrer ça avec les livres qu'il vend, l'autre va rencontrer ça avec les voitures qu'il vend, ainsi de suite. Nous tous, on va rencontrer ça d'une manière ou d'une autre. Lui va rencontrer ça avec la musique. Tu as fini de faire la musique, c'est bien. Qui va vendre? Comment tu fais pour vendre ta musique jusqu'à gagner de l'argent et concurrencer Lil Ngono? Comment tu fais? Comment tu vas faire? Comment tu fais? En fait, ce que je viens d'expliquer ici, qui est le premier secret caché ou la première vérité cachée, c'est la principale chose qui va vous déprimer. Parce que ça va vous déprimer au quotidien. Vous allez recruter une personne, vous travaillez avec elle. Quelque temps après, vous vous séparez. Une deuxième, pareil. Une troisième, pareil. Une quatrième, pareil. Ensuite, vous vous rendez compte que sur les 4 là, il y a 3 qui font déjà la même activité que vous. Et ils utilisent vos données, vos clients, vos fournisseurs pour vendre leurs produits et leurs services. Et ils disent à tous vos clients, vos fournisseurs, que vous êtes un bandit. Puisque eux aussi ne connaissent pas vendre. Donc leur meilleure technique pour vendre, c'est de dire que vous êtes un bandit.
Et de dire qu'en fait, c'est même parce que vous êtes un bandit qu'ils sont partis. Ils n'en pouvaient plus de travailler avec un bandit. Ils ont dû aller se battre ailleurs pour offrir des services de qualité. Parce qu'ils ne voulaient plus travailler dans un endroit où l'intégrité, les valeurs morales ne sont pas respectées. Ils disent ça à vos clients, à vos fournisseurs, à vos partenaires. Vos partenaires disent, c'est vrai, j'avais des doutes au départ, mais c'est vrai que quand tu en parles maintenant, ça attire quand même mon attention. Sur 2-3 faits. Mais il te dit que j'étais là-bas. Tu te parles, tu ne comprends pas comment. On vous dit des choses que vous ne voulez pas. En plus, moi, je suis moins cher. Je suis moins cher. Parce que je me suis rendu compte là-bas que c'est un système de vol organisé. C'est du gangstérisme. Maintenant, toi, chez toi, ça peut te pousser à la dépression. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu vas vouloir recruter une nouvelle personne, tu vas dire que, hey, et s'il redevient comme les autres? Du coup, tu as 2 choix à faire. Soit tu commences à travailler seul, et là, tu réduis ta croissance parce que ce que tu as envie de réaliser, tu ne peux pas le faire seul. Soit tu modifies les process qui permettent de pouvoir recruter des gens, mais parfois il est trop tard. Soit alors, tout simplement, tu continues dans la même bêtise. Et le jour où tu vas mourir, tu meurs seulement en héros. Alors qu'en fait, tu aurais pu anticiper dessus. En te disant, voilà ma vision, voilà l'objectif que je veux réaliser. Pour cela, voilà le type de profil de personnes avec qui je dois travailler. Donc, je dois définir dans mon entreprise ce qu'on appelle des critères d'inclusion. Et ces critères d'inclusion doivent prendre en compte un certain nombre de paramètres. Je ne peux pas donner des critères parce que ce n'est pas générique. Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre service. Donc, vous devez pouvoir définir ces critères-là. Pour que quelqu'un puisse travailler dans mon entreprise, sur le plan technique, voilà ce qu'il doit savoir. Sur le plan moral, voilà ce qu'il doit être. Sur le plan psychologique, sur le plan social, vous définissez cela. Maintenant, vous essayez de vous poser la question, est-ce que dans la société actuellement, il y a des personnes qui ont ce profil? S'il n'y en a pas, sachez que dans votre projet, il faut une école. Il faut une école. Vous savez que vous allez créer une école dans votre projet qui permet de calibrer des personnes pour que ces personnes puissent au moins tendre vers ce profil. Peut-être pas à la perfection, mais au moins tendre vers là. Et c'est de cette école que vous allez recruter des profils. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des grandes entreprises ont toujours soit une école ou financent une école. L'un des deux. La plupart des grandes entreprises, soit ils ont une école propre pour l'entreprise, qui forme les cadres de l'entreprise, qui forme même parfois les employés, soit ils financent une école. Et vous savez, quand je dis finance, vous savez ce que j'ai envie de dire. Parce que quand je suis une entreprise, toi tu es une école, je finance ton école. Tu sais ce que je vais demander, non? Je vais demander que tu changes le programme. C'est tout. Ou alors que tu mettes à jour le programme. C'est la seule chose que je peux demander. Je n'ai pas besoin de demander autre chose. En plus du fait que voilà, il y aura la visibilité et tout le reste des choses là, ça c'est un détail. Mais la principale chose qu'un chef d'entreprise, qu'un industriel ou un entrepreneur globalement recherche lorsqu'il finance une école, c'est parce qu'il voudrait que les produits de cette école viennent travailler dans son entreprise. Et pour ça, il va donc imposer à l'école d'ajouter des modules ou alors de revoir le programme de formation pour que cela s'adapte aux réalités de son entreprise. Et c'est pour ça que dans ces écoles-là, les stages vont se faire dans cette entreprise. Parce qu'on est en train de préparer les gens qui vont, après leur formation, directement venir travailler pour qu'on ne souffre pas comme on est en train de souffrir là. Donc, si vous avez un projet dont la vision est grande, c'est absolument ce que vous devez faire. Mais si votre projet, c'est juste pour vous nourrir, ce que je dis, si vous considérez que je n'ai rien dit depuis le début, ça ne vous concerne pas. Vous continuez juste comme vous faites, parce que vous pouvez faire seul. Par exemple, si quelqu'un a son bar, sa vision, c'est d'être dans son bar, lui-même vendre sa bière. Il n'a pas besoin de ce que je dis ici. Il se lève le matin, il ouvre son bar, il vend. Quand il n'est pas là, il ferme le bar. Il ne dit pas que non, il y a quelqu'un qui va gérer le bar, que je ne suis pas là. Non. Quand il n'est pas là, il ferme le bar. Mais s'il pense qu'un jour, il veut avoir 2 bars, 5 bars, 10 bars, une chaîne de bars, s'il ne veut pas mourir tôt, il doit comprendre ce qu'il est en train de dire là. Maintenant, pas quand il y aura déjà 10 bars. C'est pour ça que vous allez voir parfois nos parents, ils avaient des business où ils faisaient la même chose pendant 20 ans. Ils n'ajoutaient même pas une chaise. Ce n'est pas parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est parce qu'ils ont travaillé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils disent, ah, si déjà là où je suis, ça se passe comme ça,
S'il y a 5 comme ça, où je ne suis pas là, c'est que non, ce n'est pas l'hypertension. Ils vont organiser tes obsèques. Ce sont eux qui vont organiser tes obsèques. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'eux, ils préféraient avoir leur business où c'est un seul endroit. Il vient lui-même, il l'ouvre. Il finit, il rentre, il ferme. Quand il n'est pas là, c'est fermé. Quand il est malade, c'est fermé. Mais vous, quand vous dites que j'ai une grande vision, je vais avoir une chaîne de... Ok. C'est là où tu dois donc pouvoir mettre en place ce système, sinon ça ne pourra pas tenir. Donc la première vérité cachée, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous devez, si vous avez de grandes ambitions, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas valable pour les autres, mettre en place un système d'inclusion dans votre entreprise qui permet de recruter des profils calibrés, directement qualifiés pour pouvoir travailler dans le contexte de votre entreprise. Sinon, vous allez trop souffrir. Sinon, vous allez passer votre temps à former des gens qui partent et vous reprenez le processus à zéro. Ça veut dire que vous recrutez quelqu'un, vous le formez, il part, vous recrutez une nouvelle personne que vous allez encore former, elle va encore partir, vous recrutez, elle forme, elle part. Pourquoi pas mettre directement en place une usine qui forme des gens? De telle sorte que, voilà, vous avez directement des gens qui peuvent venir en masse, faire des stages, et puis ça vous permet de sélectionner les profils de personnes qui s'en sortent le mieux, et directement travailler avec ces personnes sur le long terme. Et même si elles partent, on a d'autres qui peuvent facilement revenir les remplacer. Ça, c'est la première vérité cachée. La deuxième vérité cachée découle de la première. La loyauté. Comment vous faites pour recruter quelqu'un qui est loyal? Ou qui sera loyal pendant 10 ans? Parce que je ne sais pas s'il y a un entrepreneur qui ne recherche pas des personnes loyales. Je pense que chacune des personnes ici recherche ça. Tu aimerais avoir quelqu'un avec qui tu travailles pendant 10 ans. Non? Il travaille bien, il est excellent dans son travail, il respecte les règles. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Tout le monde aimerait ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, comment tu fais pour déterminer les personnes loyales quand tu les recrutes? Parce que jusqu'au début, je parlais des personnes qui ont des compétences techniques, qui comprennent les valeurs de l'entreprise et tout ce qui va dans ce sens-là. Mais ça ne résout pas le problème de la loyauté. Comment tu fais pour avoir des personnes loyales? Surtout lorsque ces personnes vont parfois occuper des postes de responsabilité élevés et donc vont avoir accès à des informations sensibles de l'entreprise et pourraient utiliser ces informations contre vous. Je prends un exemple. Vous avez une très grande entreprise qui fait dans l'industrie, par exemple, de la peinture et vous travaillez avec un collaborateur qui s'occupe de vos fournisseurs. C'est lui qui gère la relation avec vos fournisseurs et c'est lui qui gère la production. Ça veut dire que ce collaborateur-là, il a les informations sur vos fournisseurs. Il a les informations sur le coût d'acquisition de la matière première. Il a les informations sur les coûts de production de vos peintures. Il a les informations sur comment le processus de production se fait. Donc, ce que je viens de citer là sont des informations clés de l'entreprise. Comment vous faites pour vous rassurer que lui-là, il va rester dans l'entreprise pendant 20 ans? Bon, laissons même ça. Comment vous faites pour vous rassurer qu'il ne va pas donner ces informations à quelqu'un d'autre qui peut être un concurrent et qui va utiliser ces informations contre vous? Parce que si un concurrent a ces informations, il peut vous mettre en difficulté. Hein. Parce que si votre concurrent sait où vous vous approvisionnez, quels sont vos coûts de production, il peut vous mener une concurrence fatale. Il peut vous détruire plus facilement en fait. Parce que si moi je sais que les coûts de production de ta peinture, c'est 1500 et que tu vends ta peinture à 2300, pour te détruire, je peux mettre ma peinture à 1200. Ma peinture qui est sur le même segment que le tien. Je mets ça à 1200 sur le marché pendant 1 an. Tu vas faire faillite. Parce que tant que ma peinture ne finit pas, personne ne va acheter ta peinture. Sauf si tu as un positionnement particulier sur le marché, tu as travaillé ton marketing, ton branding, de telle sorte que les gens choisissent seulement ta marque. Mais même ça, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut construire un très grand immeuble qui a besoin de 800 seaux de peinture, une différence de 100 francs peut tout changer dans sa structure de coût. Parce qu'il se rend compte qu'en prenant cette peinture à 1200, par rapport à cette peinture à 1300, il fait une économie de 3 millions. Tu vois qu'il va choisir quelle peinture?
Surtout s'ils comparent. Et les peintres lui disent que non, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi dépenser plus? Alors que les 3 millions, là, on peut épargner ça et gagner plus d'argent à la fin. Tu vois que lui, il a réussi à le faire juste parce qu'il a des informations sur tes fournisseurs, sur tes coûts de production. Et il a eu ces informations d'un de tes collaborateurs qui contrôle tous ces deux aspects. Comment toi, entrepreneur, tu fais pour que lui, il soit loyal? C'est une vérité cachée. Parce que, en général, on dit non, vraiment, il faut être loyal, il faut, oui, il faut, mais les gens ne sont pas loyaux. C'est ça le problème. Il faut, tout le monde sait qu'il faut. Mais tu ne sais pas dans quel contexte cette personne a grandi. Cette personne a peut-être grandi dans un contexte où la loyauté n'existait pas. Où le tout pour le tout, le gain pour le gain, le capitalisme à outrance, la recherche effrénée du profit était l'élément le plus important. Et du coup, un concurrent lui dit, je te donne 20 millions, tu me donnes ces informations. Il ne réfléchit pas, il envoie par mail. Il envoie ça par mail directement. Il prend son dépôt, il envoie par mail. Et il vient de détruire ton entreprise. Et quand l'entreprise est détruite, il part ailleurs travailler tranquillement. C'est toi qui restes avec les dettes. Lui, il part déposer son CV ailleurs tranquillement. Il continue sa vie avec ses 20 millions en poche. Et là-bas, il fait pareil, ainsi de suite. Bon, comment toi tu fais pour que lui soit loyal? Ça, c'est une vérité cachée en fait du business. Parce que beaucoup de personnes, vous savez ce que ces personnes font pour trouver les personnes loyales? Elles prient. Elles disent, Seigneur, fais-moi tomber sur les personnes loyales. Et ce qui se passe en général, c'est que quand elle tombe sur une personne, la personne pique le couteau dans le dos. Elle passe encore, dit, ouais Seigneur, comment tu me fais ça? Celui que tu m'as envoyé là, il m'a piqué un couteau. Permets-moi de tomber sur une autre personne qui est loyale. Tomber sur une autre personne qui tourne d'abord le couteau qui t'est piqué là et pique une bêtise. Elle dit, Seigneur, tu veux savoir qu'il meurt ou quoi? Seigneur, permets-moi de tomber encore sur une personne qui est loyale. La troisième, c'est l'œil. Ainsi de suite. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La vérité cachée, c'est la suivante. Vous savez ce que les entrepreneurs en majorité ou en général ont trouvé comme solution à ce problème? Les sectes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne de long en large. Je préfère dire les choses directement. Ailleurs, on va essayer de contourner. Oh, c'est machin. Voilà les valeurs, voilà les scripts à respecter pour avoir des personnes loyales. Les gens respectaient ces scripts là-bas. Pendant des années, on n'a fait que piquer les couteaux. Et comme ils ne voulaient plus recevoir les couteaux dans le dos, ils ont décidé de créer des sectes. En mettant en place des pactes pour que les gens ne fassent jamais ça. Jusqu'à leur mort. C'est l'une des premières raisons de la création des sectes. Ça veut dire que tu vas devenir une tombe. Toutes les informations que tu vas avoir, tu vas les conserver jusqu'à ta mort. Sinon, le pacte que tu as signé va te détruire directement. C'est pour ça que la plupart des sectes existent. Pour protéger certaines informations. Est-ce qu'on comprend cette vérité cachée? Fatalement. Et il y a donc beaucoup de types de rites et de pratiques que les gens font pour vous permettre, ou alors pour empêcher que vous utilisez certaines informations. Je vais prendre un exemple, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'homosexualité. L'homosexualité, c'est l'une des techniques pour vous pousser à conserver des informations. Ça veut dire qu'on va vous sodomiser et ce sera filmé. Devant les enfants. Donc c'est l'une des techniques que certaines personnes utilisent pour sécuriser les informations. Ça veut dire que si un jour on se rend compte que tu as trahi, on t'abat.